Je m'appelle Julien. À l'âge de 27 ans, j'ai commencé à travailler comme agent de sécurité de nuit dans un grand hôpital régional près de Toulouse. L'hôpital était un immense complexe construit en 1962 et agrandi à plusieurs reprises au fil des ans. Il était relié entre l'ancienne et la nouvelle aile par de longs couloirs sombres et la nuit. Cet hôpital ressemblait à un labyrinthe où vacillaient les néons et où résonnaient les pas. Lors de la vacation de nuit, en dehors des urgences, l'hôpital devenait presque totalement silencieux. On n'entendait que les bips des moniteurs, parfois les pas d'une infirmière, et de temps à autre le passage lointain d'une sirène d'ambulance à l'extérieur. Je touchais 170 € par vacation. Aucun poste de sécurité hospitalière dans la région ne payait autant, et cet écart de salaire était déjà un point d'interrogation dans mon esprit au moment même de postuler. Le chef de la sécurité qui m'avait embauché avait dû prendre sa retraite après un infarctus soudain 3 mois auparavant. C'est pourquoi ma formation était restée incomplète et j'avais dû apprendre la plupart des choses par moi-même. Ma véritable formation, en réalité, me fut donnée par Émilie, l'une des infirmières de garde de nuit, de manière tout à fait officieuse. Ce faisant, elle s'était mise en danger elle-même tout comme elle m'avait mis en danger. Car en me transmettant cette leçon, elle enfreignait les règles, et moi en recevant cette leçon d'elle, j'enfreignais les règles. Si quelqu'un nous avait vus et nous avait dénoncés, nous aurions perdu à la fois notre travail et notre vie. Nous aurions pu nous retrouver dans un procès avec de lourdes indemnités à verser simplement à cause d'une petite erreur, d'un problème comme celui-ci. Mais heureusement, personne ne s'en est rendu compte et tout le monde a continué sa vie. La semaine dernière, Émilie elle-même a enfreint une règle, mais elle ne l'a pas fait par négligence. Elle l'a fait pour une chose qu'en tant qu'infirmière, elle ne pouvait jamais ignorer. Que ne peut pas ignorer une infirmière? Un appel à l'aide, évidemment. Aider est dans leur nature. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles exercent en ce métier. Mais ce jour-là, l'appel à l'aide n'était qu'un prétexte. Ils essayaient de la faire tomber dans un piège. Et ils ont réussi. Ils l'ont frappée à son point faible. Et moi je n'arrive toujours pas à oublier le son qui venait de la chambre 313 cette nuit-là. Il est toujours dans mon esprit et il m'empêche complètement de dormir la nuit. À cette époque, je travaillais comme agent de sécurité dans un centre commercial à Toulouse, mais les horaires étaient instables. Certaines semaines, je n'avais presque aucune vacation, mes revenus fluctuaient de manière imprévisible. Ce qui me maintenait dans une anxiété constante. Car si vous touchez 1 000 € un mois, 2 000 € le mois suivant et 100 € le mois d'après, vous risquez de ne pas pouvoir payer votre facture d'électricité. Vous ne pouvez même pas subvenir à des besoins fondamentaux comme le gaz, la nourriture, l'habillement ou l'eau, parce que le salaire est très bon un mois et exécrable le mois suivant, et cela engendre un tel problème. Quand j'ai vu l'annonce de l'hôpital, la vacation de nuit fixe et le salaire élevé m'ont immédiatement attiré vers cette offre. J'ai lu l'annonce à 3 reprises pour en être sûr. Car la première fois que je l'avais vue, je n'y avais pas cru du tout et j'avais été abasourdi. Quand je suis allé à l'entretien, le directeur des ressources humaines m'a dit que le travail était physiquement facile mais mentalement éprouvant. C'était une expression étrange, mais je n'y avais pas trop réfléchi à ce moment-là. Pensant qu'il voulait peut-être dire ennuyeux mais exigeant des responsabilités. Comment aurais-je pu deviner qu'il m'arriverait autant d'événements paranormaux? Dans mon contrat, il y avait une clause particulièrement appuyée, écrite en caractères gras, stipulant qu'il fallait impérativement respecter les protocoles de sécurité nocturne et les restrictions d'accès à certaines zones. Cela avait attiré mon attention, mais je ne l'avais pas remis en question. J'avais simplement pensé qu'il s'agissait des protocoles classiques de l'hôpital. J'ai même parfois pensé qu'il s'agissait d'une blague de mes collègues pour le nouvel arrivant.
car vous savez, ce genre de choses est fréquent. Lors de ma première nuit, en raison du départ précipité du chef de sécurité précédent, on m'a seulement informé rapidement des procédures de base. On m'a donné mes badges, ma radio, et on m'a lancé bonne chance, d'un ton désinvolte. Comme s'il s'agissait d'une tâche toute simple, sans rien savoir, sans savoir où poser les pieds, où attendre, que faire, comment le faire, de qui recevoir des ordres. J'ai été laissé là, au beau milieu de tout. C'était un sentiment atroce, l'inconnu. Je détestais ce sentiment, mais heureusement, cela n'a pas duré très longtemps. Alors que j'errais dans les couloirs, désorienté, ignorant tout, j'ai croisé Émilie. C'était l'une des infirmières expérimentées de la vacation de nuit, une femme d'une quarantaine d'années, calme mais avec toujours une vigilance dans le regard. Ses mouvements étaient précis et déterminés, elle se déplaçait, parlait et agissait avec l'assurance de quelqu'un qui avait arpenté les mêmes couloirs pendant des années. « Tu es nouveau ici ?» a-t-elle demandé, regardant les dossiers dans sa main puis me toisant de haut en bas par-dessus ses lunettes. « Oui », ai-je répondu, et pour être honnête, personne ne m'a vraiment expliqué quoi faire ni comment le faire. Une expression étrange est apparue sur son visage, comme si elle s'y attendait, accompagnée d'un léger soupir. « Viens », a-t-elle dit, « je vais te montrer les vraies règles, pas les règles officielles. Les vraies, celles dont personne ne parle. » Au début, j'ai eu un peu peur. J'ai cru qu'elle essayait de me séduire ou quelque chose du genre. Parce qu'au milieu de la nuit, une femme plus mûre et moi qui suis plutôt charmeur, j'ai pensé qu'elle allait m'amener dans une pièce du fond pour faire des choses. Mais j'ai vite conclu que cette pensée était absurde, car ce qu'elle disait m'avait troublé. Que voulaient dire ces règles dont personne ne parle et dont personne ne parlera? Pourquoi personne ne parlerait-il de ces règles? C'est un hôpital ordinaire et normal ici. Du moins, c'est ce que je pensais au début. Elle m'a emmené au poste de sécurité, a sorti son téléphone, a ouvert la conversation WhatsApp du groupe du personnel de la vacation de nuit, faisant défiler l'écran rapidement vers le haut avec son doigt. Tout en haut, il y avait un message épinglé, écrit des années auparavant par une infirmière qui ne travaillait plus ici, et sous le message s'étaient accumulées des centaines de coches de lecture vues, ressemblant à la marque de validation de chaque nouvel employé. J'ai jeté un œil aux règles et j'ai d'abord vu ceci. Règle 1. Message épinglé. Article 1. Après minuit, n'allume jamais les lumières en passant devant la section fermée de l'ancienne halle. Passe avec ta lampe de poche. Trop de lumière attire l'attention, et s'ils voient cette lumière et sont dérangés, alors il te faudra peut-être fuir. Tu peux aussi ne pas fuir, mais tu en subiras lourdement les conséquences. Règle 2. Message épinglé. Article 2. Si la sonnette d'appel de la chambre 313 retentit, cette chambre est officiellement vide et hors service depuis des années. N'y va jamais, peu importe l'insistance avec laquelle elle sonne. Pourquoi une sonnette retentirait-elle depuis une chambre hors service de toute façon? Quelle règle absurde, n'est-ce pas? Que se passe-t-il donc ici? Moi qui croyais que c'était un hôpital normal. Règle 3. Message épinglé. Article 3. Si l'ascenseur numéro 4 descend de lui-même au rez-de-chaussée après minuit sans avoir été appelé, ne monte pas dedans. Règle 4. Message épinglé. Article 4. En marchant dans le couloir de la morgue, ne te retourne jamais, avance toujours en reculant pour sortir. Règle 5. Message épinglé. Article 5. Si un patient ou un visiteur t'appelle par ton vrai nom officiel, et non par celui sur ton badge, ne réponds pas. Comment un patient ou un visiteur pourrait-il m'appeler par mon vrai prénom sans que je le lui ai dit de toute façon? Qu'est-ce que cela signifie? J'étais très confus. Règle 6. Message épinglé. Article 6. Pendant toute la garde de nuit,
Ne laisse jamais le poste de sécurité complètement vide. Aussi calme que cela paraisse la nuit, tu dois toujours t'y trouver. Sinon, ils prendront ta place. Après m'avoir montré ce message, Émilie m'a dit « Respecte-le », la voix sérieuse, en reprenant le téléphone de mes mains pour le remettre dans sa poche. Cela fait 22 ans que je travaille dans cet hôpital, et personne parmi ceux qui ont obéi à ces règles n'a été blessé. Il y a eu quelques personnes qui n'ont pas obéi au fil des longues années. Que leur est-il arrivé ? Ai-je demandé, incapable de réprimer ma curiosité. Son visage s'est assombri, ses yeux se sont perdus un instant au loin. N'en parlons pas maintenant, contente-toi d'obéir. Cette réponse courte et ferme m'a dissuadé d'en demander plus, mais ma curiosité ne m'a jamais quitté, elle est toujours restée dans un coin de mon esprit. Les jours suivants, quand j'ai interrogé les autres membres du personnel de nuit, tous ont esquivé le sujet de la même façon, comme s'il existait un accord tacite, personne n'entrait dans les détails. Tout le monde semblait cacher quelque chose et personne ne desserrait les dents. Quelqu'un devait très certainement proférer des menaces. Pendant les premiers mois, il était relativement facile de suivre les règles, car la routine nocturne de l'hôpital était tout à fait prévisible. Patrouille, contrôle des entrées, s'occuper de temps en temps d'un proche de patient. Rassurer un membre de la famille en panique. Je m'occupais de tâches sereines et relativement simples. L'ancienne halle était une section désaffectée en attente de rénovation. Certaines pièces ne servaient que d'entrepôt. Elle était emplie d'un silence poussiéreux et abandonné. De vieux équipements médicaux et des lits inutilisés attendaient silencieusement sous des draps. Parfois, des youtubeurs venaient dans cette partie de l'ancienne halle. Nous leur disions qu'il était interdit d'y entrer, mais ils n'écoutaient pas. Ils disaient qu'ils allaient juste filmer une vidéo et repartir. L'autre jour, un youtubeur a disparu ici. Il a probablement poussé son dernier soupir là-bas, car on n'a toujours trouvé aucune trace de lui. Mais les youtubeurs sont têtus et ne croient pas à ce genre de choses. Vous savez, leur seul but est de gagner des abonnés et de dire à leurs nouveaux followers « Regardez, je n'ai pas peur. Voyez où je me promène. » Mais cette attitude pour se donner un genre a conduit à leur disparition. La nouvelle halle, en revanche, était un lieu moderne, lumineux, où tout était numérique. Le contraste entre les deux sections me donnait parfois une étrange sensation de voyage dans le temps. Comme si je sautais 50 ans en passant d'une porte à l'autre. Là-bas, en revanche, aucun youtubeur ne venait. Il n'y avait que des patients et des visiteurs. Avec le temps, Émilie m'a parlé de l'histoire de l'hôpital, m'expliquant qu'en 1918, pendant l'épidémie de grippe espagnole, un pavillon de quarantaine temporaire avait été installé sur ce terrain. Que de nombreux malades y avaient perdu la vie et que l'hôpital actuel avait été construit sur ce passé, en partie sur le même terrain. Sa voix baissait toujours un peu lorsqu'elle racontait ces histoires, comme si elle s'acquittait d'une dette de respect envers les anciens patients. Je cherchais une raison derrière tous ces comportements étranges, et une théorie m'est venue à l'esprit. Et si les âmes des patients morts en quarantaine, il y a des années, s'étaient emparées de cet hôpital et ne le laissaient pas en paix? Et si toutes ces règles et tous ces problèmes étaient dus à cela, cela ne m'a pas paru totalement dépourvu de logique. Au cours du 2e mois, j'ai appris pourquoi la règle 1 existait. Une nuit, en passant devant l'ancienne halle, j'ai tendu la main par réflexe vers l'interrupteur. Marcher dans le noir était angoissant, mes bruits de pas résonnaient étrangement dans les couloirs vides. C'était par habitude, d'ailleurs. Parce que j'étais comme ça chez moi aussi. Pour allumer la lumière, sans faire le moindre effort, je voulais juste appuyer, voir immédiatement ce qui m'entourait et continuer mon chemin. C'est-à-dire qu'une habitude s'était formée. Je ne pensais même plus à appuyer sur la lumière, et je le faisais automatiquement.
Mais je me suis rappelé la voix d'Émilie et, au dernier moment, j'ai retiré ma main et j'ai sorti ma lampe torche à la place. Le faisceau étroit de la lumière n'éclairait que le chemin devant moi. En traversant le couloir, à la lumière de ma lampe, j'ai cru voir sous la vieille peinture à l'huile des murs de vagues ombres de forme humaine, mais je n'ai pas pu en être sûr. Ce n'était peut-être que la texture de la peinture. Peut-être un tour joué par mes yeux, mais mon cœur s'était tout de même emballé. C'était peut-être simplement l'un des tours que mon cerveau me jouait. Le lendemain, quand je suis retourné en plein jour dans ce même couloir, je n'ai trouvé aucun motif inhabituel ni aucune ombre sur les murs. Il n'y avait qu'une couche de peinture ordinaire, vieille et écaillée. C'était comme s'ils avaient attendu que j'allume la lumière et qu'ils n'avaient pas pu apparaître parce que je ne l'avais pas allumée. C'est dire qu'allumer la lumière les libérait. Cela leur permettait de rôder et d'attaquer. C'est ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas, à ma place, auriez-vous voulu allumer cette lumière pour voir exactement ce qu'il en était? Moi, je l'ai voulu, mais le sérieux d'Émilie était présent dans mon esprit. Je lui ai fait confiance. Parce qu'elle n'avait aucune raison de mentir. Parce que des centaines de personnes obéissaient déjà à ses règles. Si j'avais dérogé, cela aurait été une véritable honte. J'aurais été un homme incapable de se maîtriser et j'aurais probablement subi les conséquences de la transgression de la règle. Au cours du 3e mois, j'ai aussi expérimenté la règle 3. Un peu après minuit, en passant devant l'ascenseur numéro 4, j'ai vu les portes s'ouvrir d'elles-mêmes, sans aucun appel. La lumière était allumée, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Par réflexe, j'ai fait un pas pour monter dedans, voulant prendre un raccourci au lieu des escaliers à cause de la fatigue. C'était une vacation particulièrement longue ce jour-là. Mes pieds me faisaient mal. Mais je me suis rappelé la règle 3 au dernier moment, je me suis arrêté et j'ai reculé. Les portes sont restées ouvertes pendant quelques secondes, comme si elles m'attendaient, puis se sont refermées lentement, sans aucun appel. Tous les voyants du tableau de bord se sont allumés d'un coup pendant un instant, puis se sont éteints. Au cours du 5e mois, j'ai failli enfreindre la règle 5. Une nuit, alors que je marchais dans le couloir, j'ai entendu derrière moi quelqu'un m'appeler par mon vrai prénom, Julian, avec une intonation familière, mais mon badge n'indiquait que mon nom de famille. Personne ne m'appelait par mon prénom complet ici d'ordinaire. Par réflexe, j'ai commencé à me retourner, mais je me suis arrêté au dernier moment en me rappelant la règle 5. J'ai continué à marcher, la voix s'est répétée 2 fois de plus, puis s'est tue. Au cours du 7e mois, j'ai failli enfreindre la règle 6 mois aussi. Une nuit, alors que j'étais seul dans le poste de sécurité, j'ai eu la nausée, j'ai dû courir aux toilettes en urgence, j'ai oublié la radio sur la table, ce ne fut qu'une inattention de quelques minutes. À mon retour, j'ai remarqué avec effroi que la porte du poste de sécurité était entr'ouverte, alors que je me souvenais l'avoir laissée fermée. Rien n'avait bougé à l'intérieur, mais cette porte ouverte m'a profondément glacé le sang. Comme si quelqu'un était entré, avait inspecté les lieux et était ressorti. À partir de cet instant, j'ai gardé la radio dans ma poche même pour aller aux toilettes, sans aucune exception, comprenant désormais bien mieux l'insistance d'Émilie à ce sujet. Au cours du 4e mois, j'ai vécu la règle 4. J'avais dû réceptionner une livraison dans le couloir de la morgue. Tard dans la nuit, je devais ouvrir la porte à un véhicule funéraire venant d'un service extérieur. Selon la procédure, je devais vérifier les documents et les signer. Ma main tremblait un peu en tenant le stylo, ce genre d'opération me tendait encore. Une fois mon travail terminé, je suis sorti en marchant à reculons, exactement comme on me l'avait appris, sans quitter des yeux l'extrémité sombre du couloir, mais j'ai entendu derrière moi un léger bruit semblable à un frottement. Avançant au même rythme que mes pas, comme si quelqu'un se déplaçait à la même vitesse et dans la même direction. En atteignant la porte, je suis sorti précipitamment,
le cœur battant follement, la main tremblante en verrouillant la porte derrière moi. J'ai dû respirer dehors pendant plusieurs minutes simplement pour me calmer. Émilie était une infirmière qui travaillait à l'hôpital depuis 22 ans, véritablement dévouée à l'établissement. Elle faisait preuve d'une compassion extraordinaire envers ses patients, vérifiait constamment les chambres pendant la nuit. S'assurait que personne n'était négligé, connaissait le nom et l'état de chaque patient par cœur. Ses collègues avaient un immense respect pour elle. Les jeunes infirmières lui demandaient constamment conseil, la considéraient comme un modèle. La direction de l'hôpital l'avait même nominée à plusieurs reprises pour le prix de l'infirmière de l'année, mais elle fuyait toujours ce genre de cérémonie, disant avec humilité « Je fais simplement mon travail ». Lors d'une pause café, elle m'avait dit un jour, les yeux pensifs en me regardant, « La raison pour laquelle j'ai choisi ce métier, c'est parce que je crois que personne, sous aucun prétexte, ne devrait souffrir seul. Quand ma mère est tombée malade, personne ne lui a accordé assez d'attention à l'hôpital. J'avais 16 ans à l'époque et je me suis promis qu'un jour je ferais exactement le contraire. Que je ferais tout pour qu'aucune autre mère ne souffre, ne soit négligée et ne meure comme la mienne. » Ces paroles ne m'avaient paru alors être qu'une belle philosophie professionnelle, mais j'ai compris plus tard à quel point cette philosophie constituait une identité profonde pour elle. Elle voulait aider les gens, prendre soin d'eux, s'assurer qu'ils ne manquaient de rien et les voir aller bien. Parce que la mort de sa mère à l'hôpital avait provoqué cela. Sa mère avait un cancer. Et en réalité, le diagnostic avait été posé tôt et elle aurait pu suivre la plupart des protocoles de guérison. Vous savez qu'un diagnostic précoce du cancer augmente considérablement les chances du traitement et la probabilité de rémission est très élevée. Mais les autres infirmières et médecins de l'hôpital ne pensaient pas ainsi. Ils disaient qu'elle avait de toute façon un cancer et qu'elle allait mourir. Et c'est pour cela que personne ne s'est occupé d'elle convenablement. Les infirmières manquaient toujours les rendez-vous. Le processus de traitement s'éternisait parce qu'il n'y avait personne. Sa mère allait à l'hôpital et personne ne la regardait même. Cette négligence avait tellement blessé Émilie qu'elle avait adopté une telle philosophie. Je lui donnais raison jusqu'au bout et je la soutenais. Chaque infirmière, chaque médecin devrait être comme Émilie. Nos concitoyens, nos malades ont besoin de telles infirmières, de tels médecins, de telles personnes. La semaine dernière, à l'heure la plus calme de la vacation de nuit, une sonnette d'appel a retenti depuis la chambre 313 nette, insistante, déchirant brutalement le silence du couloir. Émilie, qui marchait dans le couloir, l'a entendu, s'est arrêtée, le visage rempli de stupéfaction, manquant de faire tomber son dossier. « Cette chambre est vide », murmura-t-elle pour elle-même, les yeux rivés sur la porte. Elle m'a contacté par radio, sa voix tremblant d'une étrange tension. « Juliane, un appel vient de la 313. Je connais la règle, mais et si quelqu'un s'y trouvait vraiment? Et si un patient y avait été placé par erreur sans figurer dans le système? Ce genre de choses peut arriver. Les systèmes hospitaliers ne sont pas toujours parfaits. » Je lui ai immédiatement rappelé la règle 2 en essayant de la rejoindre en courant. « Émilie, la règle est claire, n'y va pas, s'il te plaît, attends-moi. » « Mais si c'était vrai, » dit-elle d'une voix tremblante, désemparée, ses pas s'avançant déjà vers la porte. « Je suis infirmière, Juliane. Je ne peux pas ignorer un appel. C'est l'opposé absolu de mon travail. Je n'ai jamais fait cela en plusieurs décennies et je ne peux pas le faire. » J'ai couru vers elle pour essayer de l'arrêter, mais elle avait déjà atteint le bout du couloir. Elle se tenait devant la porte de la 313, la main posée sur la poignée. Ses gestes étaient déterminés, sans hésitation. D'un mouvement naturel, comme si elle répétait une routine effectuée pendant des années. « Émilie, arrête !» ai-je crié, hors d'haleine, en accélérant le pas.
mes chaussures glissant sur le sol brillant. Elle s'est tournée vers moi. Il y avait une détermination dans ses yeux. Elle agissait sous la force d'un réflexe professionnel, comme si rien d'autre ne comptait à cet instant. Il n'y avait pas de peur sur son visage. Seulement une sorte de conscience urgente du devoir. Je vais juste regarder, Julien, je vais juste vérifier, je ne peux pas laisser quelqu'un souffrir. Elle a ouvert la porte, elle est entrée. Je ne l'avais pas encore rattrapée, je courais à quelques mètres derrière elle. Les lumières ne se sont pas allumées dans la pièce, il faisait sombre à l'intérieur. Mais depuis la porte, depuis le couloir, j'ai cru distinguer les contours d'un lit avec quelqu'un couché dessus, immobile, une forme vague sous la couverture. J'ai entendu la voix d'Émilie, d'un ton doux et professionnel. « Bonjour, je suis Émilie, l'infirmière. Comment puis-je vous aider ?» Sa voix gardant son calme habituel. Aucune réponse n'est venue, mais ensuite, très lentement, j'ai vu la forme sur le lit s'asseoir, ou faire un mouvement comme pour s'asseoir. Ce n'était pas né dans l'obscurité, le mouvement s'effectuait avec une lenteur anormale. « Émilie, sors de là !» ai-je dit en m'approchant de la porte sans franchir le seuil, me retenant de force en me rappelant la règle 2, mes mains agrippées au chambranle de la porte, mes ongles s'enfonçant presque dans le bois. Émilie n'a pas répondu, elle a fait un pas de plus vers l'intérieur. Son attention était entièrement focalisée sur cette silhouette, comme si elle m'avait oublié, moi, les règles et tout le reste. « Qui est là ?» a-t-elle demandé. Sa voix était encore calme, mais désormais un peu hésitante. J'entendais pour la première fois une réserve dans sa voix, une fêlure était apparue sous ce ton assuré et professionnel. À cet instant, depuis l'obscurité, un son sourd et étrange s'est fait entendre. Les mots n'étaient pas distincts, mais semblaient prononcer un nom, le prénom d'Émilie, avec une intonation familière mais fausse, comme une imitation déformée. Comme si quelqu'un répétait son prénom après l'avoir écouté sur un enregistrement. Le souffle d'Émilie s'est coupé, elle a fait un pas en arrière, mais il était trop tard. L'obscurité s'est densifiée à l'intérieur de la pièce comme une entité vivante, et la silhouette d'Émilie s'est dissoute dans cette densité. Elle a disparu. Comme si elle n'avait jamais été là, aussi soudainement qu'une bougie qu'on souffle. Émilie, ai-je hurlé en me précipitant vers la porte. Mais je n'ai pas osé entrer. La règle 2 résonnait dans mon esprit. Mes pieds étaient cloués sur le seuil. L'intérieur de la pièce est revenu à son obscurité normale quelques secondes plus tard. Ce n'était qu'un débarras vide, rempli de vieux équipements poussiéreux. Il n'y avait aucun lit, aucun être humain à l'intérieur, comme si rien n'avait jamais existé. Cette nuit-là, j'ai appelé la sécurité de l'hôpital et la police. J'ai essayé d'expliquer l'événement d'une voix tremblante, mais je ne trouvais pas les mots. Le mot disparu lui-même était insuffisant pour raconter. Une infirmière est entrée dans une chambre et a disparu, et je simplement dit. Les équipes de recherche sont arrivées. Elles ont ratissé tout l'hôpital, ont inspecté minutieusement la chambre 313. La police scientifique a même été appelée, mais aucune trace n'a pu être trouvée. Il ne restait d'Émilie que sa radio dans le couloir. Tombée par terre, l'écran encore allumé. Quand les autres infirmières sont arrivées sur les lieux, elles étaient toutes sous le choc. Personne ne pouvait croire à une telle chose. Il leur paraissait impossible qu'Émilie, une personne si prudente et si expérimentée, eût enfreint une règle. Jusqu'à ce qu'elles apprennent la véritable raison. Après ce jour-là, j'ai demandé à avoir accès aux archives de l'hôpital, avec insistance, car j'avais désormais besoin de connaître la vérité, non seulement pour Émilie, mais aussi pour moi-même. La salle des archives était un dépôt poussiéreux et humide au sous-sol de l'hôpital, où s'accumulaient des décennies de dossiers papier sur des étagères, renfermant un passé qui n'avait été numérisé par personne. En comparant avec d'anciennes cartes et en examinant les plans de l'hôpital de l'époque.
j'ai découvert que le pavillon de quarantaine temporaire établi sur ce terrain pendant l'épidémie de grippe espagnole de 1918 correspondait très exactement à l'emplacement de l'actuelle chambre 313. À cette époque, il était consigné qu'une infirmière travaillant dans le pavillon était morte de l'épidémie en refusant d'abandonner ses patients. Elle s'appelait Marguerite, son nom apparaissait brièvement dans le dossier. Sur un registre froid de quelques lignes seulement, au milieu des dossiers de cette époque, j'ai aussi trouvé une photo jaunie Marguerite, dans l'uniforme d'infirmière de l'époque, regardait l'objectif avec une expression grave. Et derrière, elle apparaissait les lits de fortune du pavillon de quarantaine. Au dos de la photo figurait seulement son prénom et la date de 1918, sans aucun autre détail. En tenant cette photo entre mes mains, j'ai pensé qu'Émilie, elle aussi, ne resterait un jour que dans une boîte d'archives, de manière similaire. Et cette pensée m'a profondément attristé. Que deux femmes aient partagé le même destin à 100 ans d'intervalle était étrangement douloureux. Dans les registres propres à l'hôpital figurait un schéma similaire concernant la chambre 313. Tous les 15 ou 20 ans, une infirmière ou plus rarement un proche de patient disparaissait après avoir répondu à la sonnette d'appel. En 1962, un homme, dans les premières années de l'hôpital, le dossier mentionnait infirmière, garde de nuit, disparition inexplicable. En 1985, un autre cas dans des circonstances similaires, un dossier close avec la signature de la surveillante générale de l'époque. Émilie est devenue le troisième nom de ce cycle, et le point commun entre ces trois noms était qu'il s'agissait dans chaque cas d'infirmières dotées d'un dévouement extraordinaire à leur métier. Fermement attachées au principe de ne jamais laisser leurs patients seuls, j'ai dû appeler la famille d'Émilie, son mari, ses deux enfants. Mes mains tremblaient en composant le numéro. J'avais répété ce que j'allais dire des dizaines de fois dans ma tête, mais rien ne me paraissait suffisant. J'ai dit à son mari, « Il y a eu un incident au travail, elle a disparu. Nous ne pouvons pas l'expliquer. » La voix tremblante, les mots se nouant dans ma gorge. « C'est une infirmière, » a dit son mari d'une voix brisée de douleur. Elle essayait toujours de sauver tout le monde. Elle a toujours été ainsi, même à la maison, elle courait aider au moindre petit souci des voisins. Elle appelait même la nuit pour prendre des nouvelles de nos voisins malades. Elle a appris à nos enfants à agir ainsi eux aussi, à toujours faire passer les autres en premier. Cette phrase m'a profondément bouleversé, car ce qui avait causé la perte d'Émilie était précisément ce qui faisait d'elle une infirmière si aimée. Sa plus grande force avait été en même temps sa perte. Quand j'ai parlé à la direction de l'hôpital, je leur ai demandé s'ils connaissaient cette histoire, en essayant de contenir ma colère, mes mains appuyées sur la table, la voix tremblante mais ferme. La cadre supérieure de santé est restée silencieuse pendant un long moment, les yeux fixés sur les papiers sur son bureau, tournant son stylo entre ses doigts. Puis elle a dit, la voix alourdie, « Nous le savions. » Mais nous avons pensé que partager cette information effrayerait inutilement le personnel. Même quelqu'un d'aussi expérimenté qu'Émilie. J'ignorais qu'elle serait aussi sensible à ce sujet. C'était l'une de nos infirmières, les plus aguerries et les plus calmes. Cette réponse m'a paru insuffisante, mais je comprenais désormais que le système fonctionnait ainsi. Il y avait à chaque niveau le même silence, la même résignation impuissante. Et que ferez-vous désormais ? Ai-je demandé. Direz-vous la vérité aux nouveaux arrivants ? Après un long silence, elle a répondu d'une voix lasse. Le moment est peut-être venu. Après cet événement, mon regard sur mon propre travail a lui aussi changé. Désormais, chaque nuit, en marchant dans les couloirs, je n'observe plus seulement les vols ou les intrusions, mais aussi l'état psychologique de mes propres collègues,
qui est fatigué, qui est soumis à un stress excessif, qui se sent peut-être tellement lié à son métier qu'il ne pourrait pas dire non à un appel. Ce genre d'attention ne m'avait jamais été enseigné dans la formation officielle, mais la disparition d'Émilie me l'a appris de la manière la plus douloureuse. Parfois, lorsque je remarque ce même dévouement dans les yeux d'une nouvelle infirmière, une légère inquiétude s'éveille en moi. J'ai l'impression de la surveiller en cachette, mais je ne peux pas m'en empêcher. Désormais, j'ai ajouté de ma propre main le nom d'Émilie au message épinglé du groupe WhatsApp sous le 6e article avec la date. À chaque nouvelle infirmière, à chaque nouvel agent de sécurité, j'explique désormais les règles sur un ton bien plus grave, en particulier au sujet de la chambre 313, car je sais que quiconque travaille dans cet hôpital agit par nature sous l'impulsion d'aider autrui, et cette impulsion peut parfois être le piège le plus dangereux, car elle saisit les meilleures personnes là où elles sont les plus vulnérables. Parfois, je me demande, si j'avais entendu cette sonnette d'appel, aurais-je réagi de la même manière? Je ne connais pas la réponse, car je ne suis pas infirmier, mais quand je me rappelle la détermination sur le visage d'Émilie à cet instant, je ne saurais jamais si j'aurais fait le même choix ou non si j'avais été à sa place. Peut-être que certaines professions façonnent les gens de telle sorte qu'il devient inévitable pour eux de reléguer leur propre vie au second plan, et c'est là à la fois leur plus bel aspect et leur côté le plus dangereux. Le travail n'est pas terminé. Cette nuit encore, je prendrai mon service et j'espère qu'aucune infirmière, quelle que soit la force de l'appel qu'elle entendra, ne posera plus jamais le pied dans la chambre 313.